Comment comprendre évidemment le mutisme de Brazzaville et pourquoi est-ce que c'est Madame Wagner qui s'exprime? Bon, encore qu'elle a eu certainement la primeur de s'exprimer, mais après, on n'a pas eu la déclaration de Brazzaville, comme vous êtes en train de dire, Monsieur Bunda. Et ça me fait penser à ce qui se passe souvent aussi à Kimongo, généralement. Il y a des incursions là-bas, des gens meurent, il y a des victimes. Jamais le Congo n'a fait de déclaration forte. Je pense encore à cet acte aussi crapuleux qui s'est déroulé, j'ignore encore l'année, c'était à Tchambanzassi où on avait carrément exécuté, tué par balle L'âge et son le chef adjoint. du village et son secrétaire. Oui, c'est ça. Je crois, oui. Là Son aussi, adjoint, son l'armée secrétaire. congolaise n'avait rien dit, il n'y avait aucune déclaration. Le ministère des Affaires étrangères du Congo était aux abonnés absents. Et là, Madame Wagner, donc la ministre des Affaires étrangères de la RDC, s'est exprimée, mais depuis là, Brazzaville ne dit toujours rien. Qu'est-ce qui peut Mais expliquer cela? déjà, regardez même, hein, arrêt sur image. Pourquoi, pendant toute la prise de parole de Madame Wagner, c'est elle qui est filmée, on n'a jamais filmé le ministre des Affaires étrangères à côté. On n'a jamais vu sa tête. Plus de 2 minutes de caméra braquée sur Madame Wagner et pas sur. Moi, j'aurais aimé voir le visage. Est-ce que M. Bunda a un visage, M. Constant Serge Bunda, face à Mme Thérèse Kayikwamba Wagner, est-ce qu'il avait un visage de gravité, question de renvoyer le fait que ce n'est pas un acte acceptable. On ne touche pas à la souveraineté nationale. Deux actes montrent qu'on a touché à notre souveraineté nationale. C'est-à-dire, un, le fait que des militaires étrangers traversent la frontière. Deux, qu'ils assassinent nos militaires. Ce sont deux actes graves. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7. Merci de suivre ce numéro de Zoom sur le Congo. J'ai le plaisir de recevoir encore sur ce plateau Didier Moni Ivolo, vous l'avez reconnu, spécialiste des relations internationales et porte-parole du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo. Bonjour Didier Moni Ivolo. Bonjour, monsieur Christian Perrin, et merci pour cette invitation. Merci de nous rejoindre pour analyser la situation tragique survenue à Makoti-Poko hier, 26 août 2026. Des prises d'otages et des pertes en vies humaines ont été rapportées à Makoti-Poko, dans le département de Kéni-Alima, après une incursion des forces militaires de la République démocratique du Congo. Les membres de la marine, de la gendarmerie du Congo-Brazzaville, en mission de surveillance à Makoti-Poko, ont été capturés par la marine de la République démocratique du Congo et conduit de force à Yumbi sur la rive gauche du fleuve Congo. C'était hier, mercredi 26 août 2026. Simple incident ou acte prémédité, Didier Monivolo? Ben, écoutez, monsieur Perrin, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord adresser mes condoléances les plus attristées aux familles des deux militaires tués, puisque j'apprends qu'il y a deux militaires tués. Alors, nous attendons les confirmations officielles, mais si cela a été est confirmé, c'est un incident très grave. Donc, je présente mes condoléances, mais vraiment aux familles de deux disparus, mais aussi à nos Il y a aussi militaires des blessés, voilà, qui, et ils sont évidemment, capturés. Ouais. qui perdent deux camarades, deux compagnons d'armes chargés de la sécurité de notre territoire, mais aussi mes pensées vont à l'endroit des blessés à qui j'adresse mes encouragements pour être, en tout cas pour le rétablissement et surtout, voilà, j'espère que toute la lumière sera faite sur cette histoire. Mais nous ignorons aussi et nous savons que les rares images qu'on a vues, ce sont des militaires qui utilisent, en tout cas du côté de la RDC, qui ont des pistolets automatiques de Kalachnikov, des PMK,
Et nous savons très bien que les PMACA ont une portée de plus d'1 kilomètre. Et ça peut aller, semble-t-il, jusqu'à 3-4 kilomètres. Donc ça, il faut que les spécialistes en balistique nous le confirment. En fait, je le dis pourquoi, M. Perrin. Là, on nous parle des acteurs principaux, donc les militaires qui étaient engagés dans cette agression des militaires de la RDC, mais les balles perdues. Voilà. Vous avez rappelé tout à l'heure que je suis spécialiste des relations internationales. On sait très bien que dans ce genre de conflit entre deux groupes de militaires, il faut craindre surtout des civils qui vont être touchés par des balles perdues. Et donc, j'espère que du côté de la République du Congo, l'armée, la police, la gendarmerie, les autorités judiciaires et administratives vont mener des enquêtes suffisantes pour que les populations soient rassurées et qu'il n'y ait pas des blessés ou des morts oubliés quelque part. Maintenant, est-ce que c'est Un acte prémédité ou un simple acte? incident? Parce que là, il y a eu quand même capture des marins congolais, Congo-Brazzaville, qui ont été conduits de force à Numbi. Alors, du point de vue du droit international, du point de vue de tout ce que vous pouvez trouver en matière de diplomatie, des relations diplomatiques, des relations internationales, l'acte a été prémédité. Moi, je veux bien que le ministère des Affaires étrangères de la RDC me fasse la démonstration que l'acte n'est pas prémédité. Pourquoi l'acte est prémédité? Déjà, quel est le théâtre des opérations? Le théâtre des opérations se trouve à Makoti-Poko. Donc, nous sommes de l'autre côté de la frontière. Or, il est strictement interdit. Je vais le dire dans les mots simples pour que les populations congolaises, aussi bien de la République du Congo que de la République démocratique du Congo, comprennent. Il est strictement interdit aux militaires de traverser la frontière. Il est strictement interdit. Donc, l'acte est prémédité dès lors que vos soldats traversent la frontière et engagent le feu avec des soldats qui sont sur leur territoire de souveraineté. Là, on est dans la violation de la souveraineté nationale. On est dans la violation des frontières. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, peut-être une décennie, les militaires espagnols en exercice dans l'Atlantique vont grignoter, je crois, quelques mètres, même pas 10 mètres. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont sur le territoire de Gibraltar. Gibraltar qui est sous autorité de Londres. Tout de suite, alors qu'ils rebroussaient chemin, tout de suite, ils ont alerté Madrid. Madrid a appelé Londres et Madrid a présenté ses excuses sans attendre que Londres demande ces excuses-là. Il faut savoir que hier, je vous donne un autre exemple. Les Congolais de deux rives peuvent vérifier sur Internet combien d'appareils civils utilisés par les espions, par les armées, pour espionner d'autres pays ont été abattus parce que ces appareils ont franchi la frontière, ont emprunté des lignes non autorisées et ont refusé de répondre à la tour de contrôle. Eh bien, on a saisi les forces aériennes et les appareils ont été abattus. On se rappelle d'un appareil de la Corée du Sud, je crois, qui survolait l'Union soviétique, mais il y a beaucoup d'appareils comme ça. En fait, les armes sont faites, quand vous avez votre armée reste chez vous. Il y a par exemple une incongruité en matière de sécurité nationale au Congo, c'est que vous avez par exemple l'Angola qui stationne plus de 5000 militaires puissamment armés juste en face de Kimongo, c'est-à-dire au Cabinda. Et donc ces militaires, à chaque fois qu'il y a un conflit, ils viennent à Kimongo, à chaque fois qu'il y a une tension. Combien de fois les militaires angolais sont venus à Kimongo? C'est interdit par le droit international. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre, il n'y a pas eu des signaux avant-coureurs, et subitement, nous perdons deux militaires. C'est un acte prémédité. Ce n'est pas deux brigades qui se croisent, je ne sais pas moi, lors de patrouilles réciproques. Et il y a eu incompréhension, il y a eu échange de tirs, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand on voit comment nos soldats sont exhibés comme trophées de quoi, je n'en sais rien, en violation totale du droit international humanitaire, en violation totale des conventions de Genève et des accords additionnels et de protocoles additionnels, c'est inacceptable. C'est un acte prémédité. Et déjà par anticipation, nous attendons de la RDC, et je n'ai pas entendu ça de la ministre de la RDC, des excuses vis-à-vis de la République du Congo.
souhaiter les condoléances, accepter de réparer, avoir même des pénalités financières, parce que ces militaires-là ont laissé peut-être femmes et enfants, mais au-delà, père, mère, famille, donc des pénalités, y compris financières, et la RDC s'engage à maîtriser ses soldats. Monsieur Perrin, Ok, ça merci fait comme... Didier Monivolo. Pardon, tout à l'heure nous allons écouter Thérèse Wagner, dont la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Mais avant, vous disiez que cela est interdit par le droit international. En fait, c'est une violation du droit international et des soldats d'un pays voisin qui traversent vers un pays voilà, frontalier avec des armes en tenue militaire avec les armes qui viennent, qui s'échangent les tirs d'ailleurs, au point de prendre en otage les soldats du pays voisin et les emmener, vous avez dit tout à l'heure, en train de les humilier et puis filmer, balancer sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela peut s'apparenter à une forme de déclaration de guerre, carrément? Mais en réalité, vous pouvez faire un discours en disant, bon, pour X, Y raison, je déclare la guerre à mon voisin, mais l'un des signaux, un signal de déclaration de guerre, c'est lorsque les militaires franchissent la frontière. L'exemple le plus emblématique, c'est ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Lorsque Joe Biden dit à Zelensky, attention, les Russes arrivent, il a minimisé. Mais dès lors que la Russie, les militaires russes entrent en Ukraine, tout le monde parle de guerre. Poutine parle d'opération militaire spéciale, mais dans les deux cas, nous sommes en situation de guerre. En fait, si vous êtes... En fait, qu'est-ce qui se passe? Dès lors que les militaires de la RDC traversent la frontière, par exemple, ils dépassent, et je le dis souvent aux Congolais, faites attention, nous avons une frontière avec la RDC au milieu du fleuve Congo. En fait, les eaux du fleuve Congo sont partagées entre la RDC et le Congo, Brazzaville et la République du Congo. Et pendant les indépendances, la France, la Belgique et les futures autorités des deux pays se sont accordées quelles sont les îles qui sont pour la République du Congo, quelles sont les îles qui sont pour la République démocratique du Congo. Ça, c'est connu. Les documents existent. Et donc, dès lors que les militaires de la RDC traversent de notre côté, si vous avez par exemple les avions de chasse de la République du Congo en patrouille et ils s'en rendent compte, mais ils n'ont même pas besoin de faire une sommation, ils les éliminent. Les militaires, même venir à la frontière, Monsieur Perrin, nous habitons, prenons le cas États-Unis-Canada, sans dire mot, on se réveille un matin, vous avez 5 000, 10 000 militaires américains à la frontière avec le Canada, alors même que le gouvernement canadien, l'état-major canadien n'est pas informé. Ces militaires-là viennent pour un exercice militaire. Ils sont de leur côté de la frontière. Souveraineté des États, pas de sujet. Sauf que, en matière de sécurité nationale, le Canada n'est pas informé. Le Canada a un doute que les États-Unis veulent attaquer le Canada. Eh bien, l'état-major canadien demande à ses militaires de tirer en premier. Les Américains saisissent l'ONU en disant nous sommes agressés. Mais en réalité, ce sont les Américains qui ont tort parce que nous sommes formés en politique internationale. Madame Wagner le sait. Les militaires ne peuvent pas venir à la frontière n'importe comment sans informer l'autre pays du pourquoi. Regardez les simples manœuvres maritimes, militaires entre la Corée du Sud et les États-Unis énervent la Chine, énervent la Corée du Nord. On peut dire, mais c'est des États souverains. Non, c'est des menaces aussi. Et donc, les autres Oui, mais Didier peuvent... Monivolo, revenons un peu chez nous, parce que nous allons aussi gérer le temps. Revenons un peu chez nous. Je disais tout à l'heure, et tout le monde le sait désormais, des soldats armés franchissent les frontières, c'est-à-dire, voilà, ils arrivent au Congo-Brazzaville. Bon, après là, on se pose tout de même la question, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher à Makoti Poko? Là aussi, on apprend que c'est une zone qui est souvent victime, évidemment, de ces incursions à répétition. Est-ce qu'ils sont allés là-bas pour les Imaginez. raquettes, comme d'habitude, et qui se seraient retrouvés face, évidemment, à nos soldats, c'est-à-dire Mais à bien nos sûr. gendarmes, qui ont dû certainement les interpeller, et puisqu'on nous parle d'un échange de tirs entre les deux parties. Et à ce moment-là, certainement, puisqu'il y a aussi eu des morts, hein, ça, on le déplore, vous l'avez dit tout à l'heure, du côté, bien sûr, du Congo-Brazzaville, et que ces échanges ont donné lieu, évidemment, à ces victimes
Sont-ils allés là-bas? C'est ça ma question, pour être précis. Sont-ils arrivés à Makoti Poko pour des actes de raquette et que ça a mal tourné? Ou ils y étaient allés intentionnellement pour, évidemment, causer voilà, des actes, comme on a dit tout à l'heure, de déclaration de guerre, parce qu'on a quand même pris les soldats, nos soldats, en otage, qu'ils ont ramenés chez eux en train de les Alors, humilier. alors déjà, je pense que c'est une hypothèse hein, qu'ils sont allés pour piller, voler, peut-être même kidnapper notamment des femmes, des enfants. En tout cas, ils sont allés avec des intentions malsaines. Ça, c'est un fait. Et le problème, c'est que par inadvertance, ils sont tombés sur une patrouille de gendarmes, de marins de la République du Congo, et ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'échanger Des tirs. les tirs. Mais en réalité, je fais une deuxième hypothèse, on est en face des militaires de la RDC, permettez-moi l'expression, des pauvres idiots et imbéciles. Vous remarquerez que lorsque les militaires franchissent la frontière, si ce n'est pas un acte intentionnel, s'ils se sont perdus, dans la plupart des cas, ils se signalent en disant, voilà notre identité, nous sommes des militaires de la RDC, on s'est perdu. Et ils déposent les armes. Ça suppose que nous ne sommes pas venus avec des intentions criminelles. Là, le fait qu'il y ait échange de coups de feu avec eux, tout récemment, il y a un pays africain, je ne sais plus si c'est entre la Guinée et le Libéria. Je crois que c'est des militaires, 2 ou 3 militaires libériens qui se sont retrouvés du côté de la Guinée. Ils ont été arrêtés dans un village parce que les villageois ont informé la gendarmerie guinéenne et tout de suite, une patrouille est allée les arrêter. Le Libéria a présenté ses excuses. Ils sont rentrés chez eux. Il n'y a pas eu de traitement dégradant avec armes, tenues militaires et autres. Or là, on voit dans les images, on voit l'intention criminelle. On voit le motif criminel dans ces actes-là. Parce qu'ils sont déshabillés, ils sont blessés, avec Moussuniabata dans la bouche. Ça veut dire quoi? Un Moussuniabata sale, et donc, il faut que ces militaires-là soient pris en charge, fassent les examens. Et on est quand même dans un pays où Ebola est en train de faire rage. On ne sait même pas si ce Moussuniabata a été sué par quelqu'un ou un soldat qui porte le virus d'Ebola sans même qu'on le sache. Mais on se moque de qui? L'intention criminelle est là, l'acte criminel est là, et j'espère que Brazzaville ne va pas laisser passer. Quand je dis ne va pas laisser passer, je ne dis pas que Brazzaville doit déclarer la guerre. C'est inacceptable, il n'y a pas besoin. Mais il y a des mécanismes de l'Union africaine, il y a des mécanismes de l'ONU, et surtout, il y a des mécanismes de la communauté des États économiques de l'Afrique centrale Et en surtout matière de demander prévention. aussi réparation. Si, mais ça c'est le minimum syndical. Réparation pour les familles, mais aussi réparation pour la République du Congo. La réparation pour la République du Congo suppose on prend une commission interministérielle, RDC, République du Congo, commission interministérielle, pour plancher sur la question de la sécurisation des frontières le long du fleuve Congo jusqu'à Lubangui, de l'extrême sud depuis le Kwilu jusqu'à l'extrême nord au niveau de la Likwala, et voir point par point. Il n'y a pas à se précipiter, voir, mais vraiment point par point. Et puis, la RDC s'engage à éliminer ces bandes le long du fleuve Congo, qui, vous savez, il y a plusieurs années, déjà sur votre chaîne, j'attirais l'attention sur le fait que le long du fleuve Congo et de Lubangui, nos pêcheurs en nous ont finalement fui toutes les îles de pêche que là où ils étaient. Et vous avez sur YouTube des témoignages des pêcheurs de la République du Congo qui disent, mais l'armée de la RDC vient nous importuner. C'est pas d'aujourd'hui ces actes-là. Alors, comme nous, on n'est pas dans la sécurité de nos frontières, combien peut-être des villageois de la République du Congo ont été assassinés sans que nos militaires ne les voient? Là, c'est parce que les militaires sont tombés sur eux. Imaginez, M. Perrin, que les militaires n'étaient pas tombés sur eux. Ils croisent 2, 3 femmes, 4, 5 enfants. Qui aurait su? Avec un gouvernement médiocre. Là, c'est Mme Wagner qui parle. Mais pourquoi ce n'est pas le ministre Mbunda? Mme Wagner n'a même pas présenté ses condoléances aux familles. Et elle parle comme si c'était nous l'agresseur.
Monsieur Perrin, prenez la parole de Bon, la ben, elle dit ministre. qu'elle n'a pas encore la maîtrise de la Non, non, situation non, parce non. que au moment où survient évidemment cet incident, elle est déjà dans Brazzaville. Donc, Oui. elle était en mission officielle à Brazzaville et donc Non, elle il apprend mangeait ça dans un sur restaurant. place. Les deux. Elle apprend ça sur place. Et d'ailleurs, on va l'écouter et puis on revient sur le plateau pour vous faire réagir. Suivez. Comme vous le savez, je suis en République du Congo depuis hier, en train d'effectuer une visite officielle. Malheureusement, pendant mon séjour, il y a cet incident très regrettable qui est survenu. Très rapidement, j'ai été en contact évidemment avec mon homologue, mais aussi rassurée par le fait que nos deux collègues, les ministres de la Défense respectifs, sont aussi en échange permanent, étant donné que c'est une question qui a aussi trait aux frontières et aux différentes forces de sécurité de nos deux pays. Nous avons appris qu'il y a un bilan lourd, nous avons appris qu'il y a des vies humaines à déplorer. Des deux côtés, nous sommes en train de finaliser la triangulation de l'information. Nous comprenons tout à fait que c'est une situation, surtout pour les populations qui sont affectées des deux côtés, des deux rives du fleuve, que c'est une situation particulièrement préoccupante et désolante aussi. Nous comprenons aussi que dans un souci d'information, il y a beaucoup de choses qui circulent. Nous voudrions quand même appeler à la retenue pendant que les autorités respectives font le travail de trianguler l'information, d'avoir une lecture claire de ce qui s'est passé, mais aussi rapidement de prendre les mesures nécessaires pour une désescalade de la situation et pour une harmonisation de la situation pour voir exactement ce qui s'est passé. Et je pense que le plus important pour nous, c'est de voir comment les mécanismes déjà en place entre nos deux pays peuvent être renforcés pour une meilleure anticipation et prévention et gestion de tels incidents dans le futur. Donc vous pouvez être sûr que même si je ne suis pas de mon côté de la rive, si vous voulez, je suis en train de suivre les développements avec mes collègues à Kinshasa de près, évidemment aussi sous le regard de notre haute hiérarchie qui, elle aussi, est très préoccupée par cela. Un incident qui n'est pas à l'image des relations que nous avons et des relations que nous voulons continuer à entretenir avec. Et est-ce que jusqu'ici vous savez réellement qu'est-ce qu'à l'origine de cette tension? Je pense que c'est le travail qui est en cours. Voilà, alors donc Madame Wagner pense qu'il faut cerner la situation, comprendre ce qui s'est passé avant voilà, de tirer des conclusions, c'est ce qu'elle a semblé dire, mais je sens aussi qu'elle est un peu embêtée d'en parler parce que, et je ne sais pas ce qui s'est passé concrètement. Et c'est là ma question, c'est de savoir finalement, est-ce qu'on peut considérer cet acte, ces soldats qui ont franchi donc la frontière pour Makoti Poko, étaient en mission officielle ou c'est des soldats, comme qui dirait, qui ont posé des actes isolés? Parce que là, à entendre Madame Wagner, j'ai l'impression que les autorités de Kinshasa n'étaient même pas au courant de cette mission Est-ce que que venaient ces d'accomplir ces autorités-là soldats. contrôlent leurs militaires? Monsieur Perrin, en fait, on n'est pas en train de parler de l'immigration illégale. On n'est pas en train de parler des étudiants qui ont pris le visa, qui sont partis. On parle là de l'armée, l'institution militaire. Ce n'est pas n'importe quoi. On ne peut pas poser la question de est-ce que ces militaires. En fait, le sujet, c'est est-ce que Mme Wagner, est-ce que Félix Tshisekedi contrôle ces militaires? Écoutez, M. Perrin, je vais être simple. Kinshasa ne peut pas se plaindre de la présence des Rwandais à Goma. Soyons sérieux. Kinshasa ne peut pas se plaindre de la présence des militaires rwandais à Goma, quitte à saisir les Nations Unies et laisser ces soldats traverser le fleuve pour venir en République du Congo. Goma, Kigali, vous y allez à pied. Entre Goma, Kigali, vous allez à pied. Là où il y a les rebelles du M23 et le Rwanda, vous passez à pied. Entre les deux pays, la RDC et la République du Congo, pour arriver à Makoti Poko, ils ont traversé le fleuve Congo, le fleuve le plus puissant après l'Amazone, avec 40 000 à 80 000 mètres cubes d'eau drainée par seconde. Ça suppose que même le meilleur nageur, il ne peut pas traverser à la nage. Il faut donc des moyens motorisés, par le matériel, en tout cas le matériel des marins. Donc, ils ont pris la décision de monter dans des bateaux,
ou dans des hors-bords, de les démarrer et de foncer sur le Makoti Poko, de descendre et de changer les tirs avec nos militaires. Donc, l'acte est délibéré. Ça suppose que la RDC doit nous expliquer quelle était l'intention de ces militaires-là. Et quand bien même qu'il y a eu ces coups de feu-là, si les militaires, c'était un acte, comment on appelle ça, Isolé. Isolé, ils ne se rendaient pas compte. Pourquoi ils exhibent les trophées? Là, on exhibe un trophée. Pourquoi se comporte cette humiliation, ce traitement dégradant? Tout ça montre qu'on est en face d'un acte délibéré, criminel. Alors, reste à savoir, est-ce que le gouvernement de la RDC était au courant? Est-ce que l'état-major de la RDC était au courant? Est-ce que quand les militaires sont en opération dans le fleuve Congo, sachant que c'est une zone de frontière, quel est l'officier de liaison qui est en contact permanent avec eux? Monsieur Perrin, il faut savoir que dans toutes les armées du monde, s'il y a des militaires qui sont en contact permanent avec leur hiérarchie, c'est quand ils sont au niveau des frontières. La frontière, c'est la limite de la souveraineté nationale. À 1 mètre près, vous n'êtes plus chez vous. Or, là, ils n'étaient pas chez eux. Ils ramènent nos soldats chez eux et ils les maltraitent. Ils ne sont pas en train de les soigner. Ils sont en train de les exhiber. La prise de parole qu'on vient d'entendre de Mme Wagner, cette prise de parole est beaucoup trop minimaliste par rapport à la gravité des faits. C'est une prise de parole minimaliste. Et je déplore l'incompétence de notre ministre des Affaires étrangères qui ne réagit pas à cette prise de parole. En réalité, et c'est ça la particularité de la politique internationale, M. Perrin. À la place de M. Mbunda, j'aurais recadré ma collègue. Ça, c'est nos pratiques, c'est comme ça. J'allais reprendre la parole, remettre les choses à l'endroit. Oui, mais évidemment, Didier Mouini-Volo, c'est la question que je souhaiterais vous poser. Comment comprendre évidemment le mutisme de Brazzaville et pourquoi est-ce que c'est Madame Wagner qui s'exprime? Bon, encore qu'elle a eu certainement la primeur de s'exprimer, mais après, on n'a pas eu la déclaration de Brazzaville, comme vous êtes en train de dire, Monsieur Bunda. Et ça me fait penser à ce qui se passe souvent aussi à Kimongo, généralement. Il y a des incursions là-bas, des gens meurent, il y a des victimes. Jamais le Congo n'a fait de déclaration forte. Je pense encore à cet acte aussi crapuleux qui s'est déroulé, j'ignore encore l'année, c'était à Tchambanzassi où on avait carrément exécuté, tué par balle, le chef du village et son secrétaire. Oui, c'est ça. Je crois, oui. Là aussi, l'armée congolaise n'avait rien dit, il n'y avait aucune déclaration. Le ministère des Affaires étrangères du Congo était aux abonnés absents. Et là, Madame Wagner, donc la ministre des Affaires étrangères de la RDC, s'est exprimée, mais depuis là, Brazzaville ne dit toujours rien. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Déjà, regardez même, arrêt sur image. Pourquoi, pendant toute la prise de parole de Madame Wagner, c'est elle qui est filmée. On n'a jamais filmé le ministre des Affaires étrangères à côté. On n'a jamais vu sa tête. Plus de 2 minutes de caméra braquée sur Mme Wagner et pas sur. Moi, j'aurais aimé voir le visage. Est-ce que M. Bunda a un visage, M. Constant Serge Bunda, face à Mme Thérèse Kayikwamba Wagner, est-ce qu'il avait un visage de gravité, question de renvoyer le fait que ce n'est pas un acte acceptable. On ne touche pas à la souveraineté nationale. 2 actes montrent qu'on a touché à notre souveraineté nationale. C'est-à-dire, 1, le fait que des militaires étrangers traversent la frontière. 2, qu'ils assassinent nos militaires. Ce sont 2 actes graves. Très, très, très graves. Et donc, pourquoi on ne montre pas son visage? On ne sait pas. Pourquoi ce silence? On se pose des questions. Mais moi, je me souviens... Mais c'est là, pardon de vous couper comme ça. Son visage, c'est la gravité du visage qu'il pouvait exprimer encore s'il a les couilles suspendues. Permettez-moi le terme. Elle est en visite, Madame Wagner est en visite à Brazzaville. C'est ce qu'on a constaté. Elle est en visite à Brazzaville. Elle arrive 24 heures avant les fêtes. Ça veut dire qu'elle est en visite officielle. Ça veut dire qu'elle est aussi en train de rencontrer où elle était ensemble avec notre ministre des Affaires étrangères. Curieusement, Madame Wagner s'exprime et le ministre des Affaires étrangères du Congo, aux abonnés absents, ne s'exprime pas. Mais parce qu'ils sont médiocres. Vous croyez que qu'est-ce qui se passe? Ils sont médiocres. Dans quel pays on vit? C'est vous qui êtes victime
La victime, c'est M. Mbonda, ce n'est pas Mme Wagner. Et on voit bien que Mme Wagner, je peux l'attaquer intellectuellement, mais on voit bien qu'elle choisit les mots pour ne pas froisser l'armée de son pays, alors que c'était au ministre Mbonda de prendre la parole et d'abord de condamner les faits et d'en appeler aux mécanismes internationaux de gestion du conflit. Il regardait au niveau de l'ONU, regardait au niveau de la CEAC, regardait au niveau de l'Union européenne, en disant, et puis surtout qu'il promet aux familles protection par rapport à cette, et que toute la clarté soit faite. Toute la clarté soit faite. Moi, je demande même que la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale se réunisse rapidement et convoque tous les ministres concernés, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, le minimum, et aussi les responsables des services de sécurité, le chef d'état-major, le directeur général de la police, le directeur général de la centrale intelligence. Un conseil de haut commandement ou et cabinet de M. guerre. Okemba doit convoquer d'urgence le Conseil de sécurité nationale. Denis Sassou Nguesso doit interrompre rapidement ses congés. C'est ce qu'on appelle gouverner un État. Je suis désolé. Mais si Sassou n'interrompt pas ses congés, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est comme ça, dans tous les pays du monde, Tshisekedi était à l'ONU, il y a eu des incidents à Goma, il est rentré immédiatement. Et on va voir si Sassou Nguesso va interrompre. Non, il est en train de prendre ses soins, il ne va pas interrompre les. Faut surtout voilà pas le compter minimum sur qu'il lui. faut faire. Et curieusement, toute personne, et d'ailleurs, ça s'est passé hier, aujourd'hui, ni l'état-major, bon, l'état-major peut-être pas, mais au moins le ministre de la Défense et le ministre de la Défense et son homologue de l'Intérieur, est-ce qu'ils ont envoyé des patrouilles le long du fleuve? Vous verrouillez le fleuve, vous fermez la frontière. C'est-à-dire plus de contact entre Brazzaville et Kinshasa jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Et on demande à ce que ce crime soit, ces morts soient qualifiés de crimes de guerre et que les militaires soient traduits devant la justice. Et les militaires qu'on voit dans la vidéo, qui sont en train de maltraiter le Congo, Brazzaville, la République du Congo, doit s'assurer que ces militaires-là seront jugés et sanctionnés comme il se doit. Brazzaville peut faire pression pour que les militaires à l'origine de cet acte, radiés de l'armée, de la R, ça c'est le rôle de Brazzaville. Mais regardez, notre ministre n'est même pas capable de prendre la parole, mais il y sort d'où? Monsieur Perrin, ne sous-estimez pas le travail que fait le CRC. Nous savons comment gérer ce pays-là. Sassou peut partir aujourd'hui. Sassou peut partir aujourd'hui sur tous les points. Nous sommes compétents au sein du CRC et nous savons comment on peut gérer ce pays. Moi, ministre des Affaires étrangères, j'arrête le travail qu'on faisait avec Mme Wagner. Mme Wagner, une fois qu'on a fini l'interview, elle rentre à Kinshasa, on arrête de travailler. Moi, j'ai une crise à gérer. J'ai une population en insécurité le long du fleuve Congo et de l'Ubangi. Il faut que je voie avec mes collègues de la défense, de l'intérieur, avec les services compétents en sécurité. Comment se fait-il qu'on n'a pas vu arriver ces gens-là? Donc, à compter d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous mettons le long du fleuve Congo? Rappelez-vous quand on a parlé de Maluku, la dernière fois, il n'y a même pas un mois, qu'est-ce que je vous ai dit? On ne cède pas aux étrangers les zones de frontières. Vous mettez en danger votre sécurité nationale. Et là, nous avons des Congolais de RDC qui ont quitté chez eux jusque chez nous. Comment on ne les a pas repérés? Eh bien, question, comment notre service de sécurité repère tous ceux qui quittent la RDC pour le Congo, le long du fleuve Congo jusqu'à l'Ubangi? Et ce qui est grave, ils arrivent à franchir la frontière, à échanger les tirs, tuer et capturer des soldats congolais de Brazzaville, les ramener, les amener chez eux. Et personne n'a rien vu. Et nous, Brazzaville, on n'a pas vu. Et donc il faut mettre en place donc la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale et du Sénat doivent auditionner le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, pour qu'ils s'expliquent comment ils sécurisent les populations le long du fleuve. Il y a les populations, mais surtout nos bateaux. Monsieur Perrin, imaginez que ces gens-là, ces voyous, avaient attaqué une pirogue dans le fleuve. Combien même qu'il y a des îles qui appartiennent au Congo, en République du Congo, et il y a des îles pour la RDC, il y a une liberté de navigation dans le fleuve Congo. Donc, ni la République du Congo, ni la RDC, aucun des pays ne peut entraver la liberté de navigation. Mais imaginez que
c'est nos bateaux qui naviguent et de ce côté-là, il y a un banc de sable, donc il faut passer légèrement du côté RDC. Et que ces militaires-là viennent les agresser, les emmènent, nous, on ne sait même pas. Mais tout ça, c'est des garanties qu'on doit avoir vis-à-vis de ces voyous, soldats de la RDC qui font n'importe quoi. Et Tshisekedi doit nous donner des gages comme quoi il contrôle ces militaires. Et puis, M. Perrin, comment se fait-il que la première ministre de la RDC a dansé au mariage de Claudia Sassou avec Denis Sassou Nguesso? Tshisekedi a été invité au mariage du fils Bongo, et les deux n'informent pas à Brazzaville que voilà un incident qui vient de se passer. Vous savez comment les Congolais ont été informés? Par les publications sur Facebook. Vous imaginez? Ce sont les populations qui donnent une alerte sur Facebook alors que ce sont les militaires congolais qui ont été tués, kidnappés et pris en otage. Ça, c'est une prise d'otage. Parce qu'il n'y a pas un juge RDC qui a délivré un mandat d'arrêt, qui a pris une décision de mise en détention provisoire ou de mise en garde à vue. Sous quel régime judiciaire les militaires de la RDC ont amené nos soldats là-bas? C'est du kidnapping. Oui, mais lorsqu'on suit Madame Wagner, donc la ministre des Affaires étrangères de la RDC, et c'est ce qu'elle a d'ailleurs déclaré, que ces actes sont incompatibles aux relations qu'entretiennent le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Une façon de Mais dire n'importe quel pays. Dans la Manche, les militaires français ne vont pas capturer les militaires anglais ou vice-versa. Dans n'importe quel pays, vous n'avez aucun droit de passer la frontière. Voilà. Ça, c'est le béaba. Est-ce qu'on peut penser que Brazzaville peut exiger l'extradition de ces soldats auteurs de ces actes pour les juger? La procédure, oui, Brazzaville doit demander l'extradition puisque les faits ont eu lieu en République du Congo. Donc, c'est le procureur militaire au Congo, donc ou le procureur civil qui est compétent. Maintenant, les ententes, les accords entre les deux pays vont dire, écoutez, nous, on ne peut pas les extrader, c'est une honte ici. Ça, je conçois. Notre célèbre André Okongakala. Voilà, mais dans ce cas, Brazzaville au moins s'assure que ces militaires seront radiés de l'armée, ils ne méritent pas de porter la tenue militaire et que Brazzaville s'assure que ces militaires seront sanctionnés, ils iront en prison et autres. Vous savez, il y a des prisonniers, par exemple, auteurs des attentats et autres, on ne peut pas les libérer sans informer les pays victimes. Mais même dans le cas, par exemple, des assassinats, lorsqu'on va libérer le criminel, il faut informer la famille victime. Et parfois, la famille victime peut s'opposer à cette libération. Donc, il y a des procédures à faire. Et moi, tout ce que j'attends du gouvernement congolais, malgré leur médiocrité, c'est, en fait, M. Perrin, je pense à deux personnes. C'est les familles des victimes, les familles des blessés, mais aussi la population dans son ensemble. Et donc, même si le gouvernement est médiocre, au moins, il y a besoin de rassurer la population et de renvoyer que ce genre de choses ne vont pas se répéter. Et le Congo doit donc travailler au niveau de la sous-région avec tous les pays frontaliers pour que cela ne se répète pas. Je vous prends un exemple, ce n'était pas criminel, mais là, c'est pareil. Des gendarmes gabonais qui ramassent une trentaine ou une quarantaine de Congolais, soi-disant sans papier au Gabon, qui viennent les jeter vers Divenier ou vers Nyanga, et ils rentrent chez eux. Ils n'ont jamais été inquiétés par l'armée congolaise. Mais il y a de quoi se poser la question, comment on surveille nos frontières? Le rôle de l'armée, c'est de sécuriser les frontières, point. Mais tu te souviens de Nzubadama, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, qui est passé avec 1 milliard en venant de Yo, il a passé du Congo, en partant du Congo vers le Gabon. Ben, les Congolais n'ont rien vu. Les frontières sont poreuses au niveau du Congo. C'est au niveau du Gabon que le monsieur avait été interpellé. En fait, tout ça, je rappelle cela pour essayer de comprendre avec vous, mais qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de la sécurisation des frontières du Congo? Parce que nous parlions ici des hôpitaux qui ne fonctionnent plus, qui sont en grève, donc faillite totale. L'enseignement, on a parlé de cet examen de BEPC, des élèves qui attendent encore, je ne sais pas s'ils ont déjà trouvé une solution. Nous parlons ici des fonctionnaires qui ne sont pas payés. On comprend très bien que finalement, plus rien ne marche au Congo. Et là, maintenant, c'est la sécurité des frontières. Ah non, il y a une chose qui marche très bien au Congo.
C'est quoi? L'assassinat des bébés noirs. Ah, ça marche très bien. La DGSP, assassiner les bébés noirs, ça, c'est le top du top. Attention, il y a quand même des choses qui marchent au Congo. L'assassinat des bébés noirs, ça marche, c'est top. Piller les finances de la République pour permettre aux familles des dignitaires congolais d'aller en vacances en Miami, de s'acheter les maisons en Europe, les biens mal acquis, tout ça, ça fonctionne très Et bien. des chiens Non, qui ne prennent que de l'eau minérale, oui. voilà. Non, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous rejoins, M. Perrin, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. En fait, c'est ce que nous n'arrêtons pas à expliquer au niveau du Congrès pour la Renaissance du Congo. C'est-à-dire que tout ce que vous dites là, l'éducation nationale, la santé, la sécurisation des frontières, ça ne peut marcher que si vous commencez par sécuriser l'élément principal des gestions des États, les finances publiques. On y revient. Parce que c'est en sécurisant les finances publiques que vous allez utiliser l'argent public pour ce travail-là. Mais si l'argent public est capté par les dirigeants pour leur train de vue personnel, évidemment, parce que la sécurité nationale, ça coûte cher. La surveillance des frontières, ça coûte cher. Or, on ne peut pas à la fois avoir le train de vie de Denis Sassou Nguesso et financer l'éducation, la santé, l'emploi, la consommation et la sécurité nationale. Ce n'est pas possible. En Donc, le fait, choix l'argent qui allait servir à l'amélioration des conditions de vie des Congolais est détourné. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la DGSP. Bon, vous voyez un peu que on revient là-dessus parce que nous avons une armée, pas seulement la DGSP. Vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le département du Poul. Donc, on a une armée qui ne s'exprime que sur des civils inoffensifs. Donc, les civils non armés. Et là, on voit l'armée congolaise à l'œuvre en train de tirer sur des civils inoffensifs, des civils non armés. Ça, ils sont forts. Mais dès lors qu'il s'agit des voisins, il faut le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas que la RDC. On a déjà rappelé ici à Kimongo ce qui se passe avec l'armée angolaise tout le temps. Et là, nous avons maintenant un autre front qui vient de s'ouvrir, ou qui existe depuis longtemps, la RDC, les soldats de la RDC. Dans 2 matins, certainement qu'on aurait aussi, bon, pourquoi pas, les Rwandais. Et là, l'armée congolaise n'existe plus. On ne la voit plus pour affronter, disons, ceux qui sont armés comme eux. il appartient au ministère de la Défense de venir devant la représentation nationale, mais déjà, j'ai envie de dire, vos collègues de Tcheleka Média peuvent inviter le ministre de la Défense pour qu'il explique quelle est la mission donnée à l'armée nationale et quels sont les moyens qu'on donne à notre armée. On parle du fleuve Congo, mais je vous ai dit, même si ce n'était pas pour des projets menaçants pour le Congo, les gendarmes gabonais, pas une fois, hein, plusieurs fois, les gendarmes gabonais ramassaient des Congolais entre griffes sans papier. Nous, on va ouvrir les frontières le 1er janvier, mais plusieurs fois, on a ramassé des Congolais pour les jeter dans des villages du Niari, en disant, vous n'êtes pas, vous n'en avez. Or, le fait que les gendarmes, même si c'est cette opération-là, traversent la frontière, c'est un acte de guerre. Ces gendarmes auraient dû être arrêtés par l'armée congolaise ou la gendarmerie congolaise, parce qu'ils n'ont pas à traverser la frontière. Mais donc, il est important qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir ce débat public sur le rôle de l'armée. Pour tuer les populations, notre armée est efficace. Et d'ailleurs, dans la plupart des pays du monde, si ce n'est pas dans tous les pays du monde, M. Perrin, il est interdit à l'armée d'intervenir à l'intérieur du pays sans qu'il y ait menace de guerre. C'est la police et la gendarmerie, c'est-à-dire les forces de l'ordre, les forces de sécurité intérieure. C'est leur boulot. Il est interdit à la... Regardez même dans les grandes démocraties. Nous, on habite en Europe. Quand il y a eu recrudescence des actes terroristes et qu'on a mis en place, comment on appelle ça, l'opération militaire pour sortir l'armée française dans les villes. Vigipirate. Vigipirate, merci. Regardez les débats à l'Assemblée, lisez la presse. Lisez la presse. Les gens étaient opposés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, si on garde trop les militaires dans nos villes, à l'extérieur, le risque, c'est un coup d'État. On parle de pays démocratiques. Donc, l'armée, c'est toujours un corps sensible, une institution sensible. Et il faut donc circonscrire les missions de l'armée et envoyer les militaires surtout pour surveiller nos frontières qui sont poreuses où n'importe qui entre, n'importe qui sort. Là encore, à Makoti Poko,
on a eu la chance que ces militaires faisaient leur boulot, qu'ils ont très bien fait, et ils sont tombés sur ces voyous-là. Ils ne s'attendaient même pas. Moi, je pense que l'effet de surprise a été pour nos militaires. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Et il n'y a aucune déclaration de guerre entre les deux pays. Et pire encore, leur ministre des Affaires étrangères est à Brazzaville. Ça Oui, mais dans montre... tous les cas, l'armée doit toujours être en alerte. Didier Moueni-Volo, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vais vous laisser donc le peu de temps qui nous reste pour conclure. Alors, en conclusion, je voudrais quand même faire remarquer à mes compatriotes de la République du Congo, mais aussi à nos frères cousins de la République démocratique du Congo, que les États ont des institutions et des mécanismes de fonctionnement. Il est très important que les militaires africains en général, et des deux Congos en particulier, comprennent que les militaires ne s'approchent pas des frontières. C'est une menace existentielle et ça peut déclencher des guerres. Les militaires qui ont fait ça doivent tirer les leçons qu'ils ignoraient que leur ministre des Affaires étrangères se trouvait à Brazzaville. Et si ce conflit dès hier avait dégénéré en vrai conflit armé, fermeture des frontières, comment Mme Wagner rentre à Kinshasa? Comment on sécurise le retour à Kinshasa de Mme Wagner? Les deux pays doivent comprendre qu'il est aujourd'hui urgent de travailler au niveau de la sécurité collective, la sécurité des deux pays, le long du fleuve, mais aussi renforcer la coopération économique, la coopération culturelle, de sorte que les deux pays vivent comme deux pays frères qui partagent en grande partie les mêmes populations. Du sud, dans les terres du Kwilu, de la Bouenza et du Poul, jusqu'à l'extrême nord, dans les terres de la Likwala, nous avons les mêmes familles, nous avons les mêmes populations. Et je veux dire à mes compatriotes de la République du Congo que cet incident montre encore une fois les limites, la médiocrité du pouvoir de Brazzaville. Franchement, ce n'est pas un pouvoir qui est là pour protéger les populations. Ils veulent accélérer la marche vers le développement. Mais qui dit développement, dit protection des frontières, sécurité nationale, parce que les autres peuvent jalouser votre développement et chercher à vous détruire. Même si vous êtes des amis, mais en matière de sécurité nationale, il faut toujours se surveiller. Donc, il appartient maintenant à nos généraux, on en a beaucoup, à nos amiraux, dont Okemba, qui n'ont jamais mis les pieds dans un seul bâtiment militaire, de comprendre qu'il y a du boulot. Vous êtes à la tâche. Et le peuple vous regarde et on jugera au résultat. Voilà ce que je veux dire. Et une fois de plus, mes encouragements aux blessés et vraiment mes condoléances aux familles des deux militaires tués. Et j'espère que le gouvernement congolais fera de sorte que cette situation soit éclaircie et soit traitée avec la plus grande rigueur. Merci Didier Moueni-Volo. Espérons que cet incident ne puisse pas évidemment avoir, disons, ne puisse pas entamer les relations de bon voisinage qu'entretiennent le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Ce sont là deux pays, deux peuples frères et que, voilà, espérons que c'est un incident qui sera très vite réglé et placé dans les oubliettes et que les relations entre le Congo-Brazzaville, donc la République du Congo et la RDC vont continuer. Merci d'avoir participé à ce numéro, Didier Moueni-Volo, surtout d'avoir été encore disponible pour... Merci. Voilà. Et donc, chers Congolais, bon, les deux Congos, voilà, comme disait Mobutu, Ezamboka Moko, peuple Moko, Tata Moko, Mama Moko, donc voilà. Il y a des incidents comme ça qui arrivent, même dans un couple marié officiellement, entre amis, ça arrive. Au niveau des relations professionnelles aussi, il y a parfois des petits soucis comme ça, mais bon, cela ne doit pas... Oui, il faut qu'on trouve une solution à tous ces problèmes-là, tout à fait. Voilà. Ok, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Et voilà, aidez-nous aussi à partager ce numéro et dites-nous en commentaire ce que vous inspire évidemment cet incident. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.